comme c'est la journée internationale du Petit Prince, j'ai voulu partager avec vous, en fait, qui ça vous. En fait, je crois que tous les fans du Petit Prince, on est une belle communauté qui aime le Petit Prince et pas que francophone, parce que au-delà d'être un livre, pour moi, c'est vraiment une école de la vie. C'est l'un de mes outils de coaching privilégiés, en fait, parce que quand je l'ai lu ou relu, je ne me rappelle pas si je l'avais lu quand j'étais petite ou pas, euh, mais quand je l'ai relu, ça m'en a bouché un coin. J'avais vraiment le ventre noué. J'ai pleuré à au niveau de beaucoup de passages, et je me suis rendu compte que dans mon cheminement, en fait, dans la formation pour être accompagnatrice, que déjà pour moi, c'était un outil qui pouvait me permettre d'ouvrir les yeux sur énormément de choses. Et quoi de mieux que cette occasion pour partager justement de tous les enseignements cachés, autour de tous les enseignements cachés par Antoine de Saint-Exupéry. Parfois, je ne vais pas vous regarder parce que je vais voir mes notes. Elles sont nombreuses et éparpillées, mais j'espère qu'on fera le tour. Euh, bon, en 2 heures, hein. Moi, je pense que c'est euh, c'est des séances qu'on pourrait consacrer à cette œuvre. Euh, mais déjà, pour commencer, euh, je pense que toute personne qui est friande de lecture a rencontré à un certain moment une œuvre, une lecture. Oui, on les regrette absolument, absolument. Que la lecture est thérapeutique et que les livres sont thérapeutiques pour nous, les lecteurs, mais je pense essentiellement aussi pour ceux qui les ont pondus, ceux qui les ont accouchés, parce que on est tous humains et ces personnes-là ont pu mettre des mots sur le ressenti avec des métaphores ou avec des histoires, avec euh, des romances ou quel que soit le style de rédaction. Ce sont des choses qui les touchent personnellement. Et comme, bien que nous soyons différents, nous sommes tous pareils, nous sommes tous humains et constitués dans un même moule, disons dans les grandes lignes, alors les choses qui sont vraies, les choses universelles nous touchent, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre confession religieuse ou spirituelle, quelle que soit notre langue. D'ailleurs, c'est un livre qui est euh, traduit, je ne sais plus de combien de langues. Et aujourd'hui, en Tunisie, en fait, j'ai vu une publication et ça m'a fait super, super plaisir. Il y a carrément une version en dialecte tunisien pour initier les petits justement à la sagesse qui est conservée dans le Petit Prince. Alors, le Petit Prince, comme beaucoup de personnes peuvent le constater, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, on va apprendre avec toi, Marie, mais je te jure que moi aussi j'apprends énormément de vous et ce que je vais partager avec vous, ce sont des découvertes personnelles, mais c'est aussi beaucoup de lectures, beaucoup d'avis. Euh, ah oui, je ne le savais pas, ça. Merci pour l'information. Donc, ça nous dit que en fait, le livre il est traduit dans plus de 360 langues. En fait. C'est énorme. Et c'est un livre qui, à la fois, qui est fantastique, qui est philosophique et qui est très personnel, qui retrace un peu le cheminement de la quête personnelle d'Antoine de Saint-Exupéry et qui vient peut-être, moi je ne suis pas, sincèrement, pour être honnête, je ne connais pas la biographie complète d'Antoine de Saint-Exupéry, mais je sais que la guerre l'a marqué, que Le Petit Prince, comme Vol de nuit, comme peut-être d'autres ouvrages, était un peu l'occasion pour lui d'extérioriser tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il n'a pas supporté, peut-être la vocation ou la mission de vie qu'il n'a pas pu suivre, le chemin de vie qu'il a emprunté, qui n'était pas forcément peut-être celui qu'il aurait choisi s'il avait été celui qui prenait la décision dans sa vie.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que le livre commence. Moi, je trouve que c'est un livre qui est, moi, voilà, le livre, il est thérapeutique en général, mais Le Petit Prince, je pense que c'est une œuvre thérapeutique à spectre large. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je suis avec une personne en coaching, je le donne très souvent en lecture pour que la personne identifie d'elle-même euh, le point ou les thématiques sur lesquelles en fait ça fait tilt et sur lesquelles donc la personne peut justement prendre conscience et initier un changement. Pourquoi? Parce que euh, la première chose qui apparaît, par exemple, ce sont, c'est un peu comment, j'appelle ça la corruption euh, forcée de l'enfant qui naît comme une feuille blanche et qu'on modèle et qu'on façonne à notre manière, nous les parents, parce que je suis les parents, je dois être consciente de ça, et que par exemple, beaucoup de personnes sont touchées par ce passage où Antoine de Saint-Exupéry montre le dessin du bois fermé et qui n'est pas compris. Et puis, quand il fait découvrir justement le bois ouvert, les grandes personnes voilà, qui sont très bizarres à chaque fois et qui ne comprennent pas, euh, le dissuadent et ne l'encouragent pas. Et donc là, je retrouve beaucoup de personnes, par exemple, même moi j'enseigne par exemple à la fac et je le donne en lecture. Et il y a des personnes qui viennent me dire, Madame, c'est le passage où les parents ils disent non, laisse tomber ça et fais autre chose. Et en fait, moi, j'aurais voulu, mais l'environnement et les parents m'ont obligé à faire autre, oui, à faire autre chose. Et donc, cette rencontre de l'auteur avec le Petit Prince, c'est vraiment, euh, moi, je le vois comme une décision fatale, en fait. C'était fatalement la décision à prendre de laisser tomber les protections, de laisser tomber les masques avec nous-mêmes déjà. Parce que le fait d'avoir choisi euh, une panne, je m'excuse, alors mon livre il est truffé de post-it et de marque-pages. Je ne vais pas vous dire, bien sûr, certainement que vous l'avez appris par cœur, mais c'est juste pour. Alors, où sont mes feuilles? Quand il dit, voilà, c'est la page 12, tiens. Après, c'est mon partage à moi, hein. Et, je suis certaine que chacun d'entre nous, d'ailleurs, après, j'aimerais aussi savoir, vous, quels sont les passages qui vous ont le plus marqué. Quand il dit, j'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Et là, on voit un peu, on peut penser aux grandes personnes avec lesquelles il faisait le test du chapeau, du bois fermé, et que si elle trouvait que c'était un chapeau, alors c'était des personnes sérieuses, c'était de grandes personnes avec qui il ne pouvait pas avoir en fait cette discussion-là, et il ne pouvait pas laisser vivre l'enfant justement qui est en lui. Et comme disait Izzy tout à l'heure, il est vraiment notre enfant intérieur à tous. C'est vraiment une quête de cette enfance brimée, de cette enfance étouffée, euh, opprimée, voilà, qu'on ne considère pas dans son. Euh, C'est-à-dire que généralement, on a tendance que pour nous, un enfant, il ne sait rien, alors que finalement, c'est notre guide, c'est lui qui peut nous amener à notre vérité à nous. Et qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit, j'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, donc la panne, et il y a 6 ans. Et moi, ça m'a tué. Quelque chose s'était cassé dans, pas le moteur de mon avion, dans mon moteur. C'est-à-dire qu'à un certain moment, lui, il pouvait plus, euh, il pouvait plus fonctionner. C'est son moteur à lui qui est abîmé et il avait besoin de se retrouver justement au milieu de nulle part, tout seul, pour être obligé de faire face à lui-même, à ses peurs, à ses démons, à ses remords, euh, à toutes les
à ses regrets aussi, et à tout ce qu'il a vécu qu'il n'aurait pas aimé vivre, et à tout ce qu'il aurait aimé vivre et qu'il n'a pas vécu. Donc, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer à réussir tout seul une réparation difficile. Et à chaque fois que je demande, ça c'était marrant, que je demandais dans les ateliers, justement parce que j'anime des ateliers autour du Petit Prince, un cercle de lecture pour partager, et puis des ateliers de développement personnel et de coaching autour justement des thématiques qui sont euh, qui émanent un peu, qui sortent du Petit Prince. Je dis pourquoi, comment ça se fait que que le Petit Prince ait vu quand Antoine de Saint-Exupéry a fait le test du boa fermé, et ben le Petit Prince il a vu un boa qui avait avalé un éléphant. Et euh, et en fait, la réponse, d'après vous, ben, je suis certaine que vous avez tous la réponse, mais je suis à chaque fois impressionnée justement par cette conscience que les gens arrivent à percevoir à travers le livre. Qu'est-ce qu'il représente, le Petit Prince, pour Antoine de Saint-Exupéry? Toute sa vie, oui, oui, Izzy, toute sa vie. Et moi, je pense que c'est son enfant intérieur à lui, en fait. C'est lui tout petit, c'est lui euh, qui est ressorti de lui et qui reconnaît son talent d'artiste, son talent de dessinateur, et qui lui dit que oui, tu as le droit de dessiner ça et tu as le droit de croire euh, que ça signifie ce que ça signifie. Et bon, on ne va pas s'arrêter là. Sincèrement, je sens que je m'étale sur une partie, mais il y a tellement, tellement, tellement à dire euh, autour du Petit Prince. Et en fait, je vais essayer de faire la liste un peu de toutes les thématiques qui me viennent à l'esprit et que j'arrête pas, pour vous mentir, pas que à l'esprit, que je notais aussi pour faire le tour du maximum d'éléments qui puissent nous interpeller en fait euh, au plus profond de nous-mêmes. Il y a donc cette innocence euh, qui est de l'enfant qui est brimé, il y a ses rêves d'enfant. Vous savez, quand on est petit, on dit oui, moi j'aimerais être ceci, devenir cela. Et puis au fur et à mesure, on est un peu instrumentalisé par les désirs des parents, par les ambitions et les rêves des parents, et on s'éloigne un peu du chemin qu'on aurait aimé avoir. Il y a aussi cette, euh, cette altération justement euh, du chemin de vie de l'individu euh, pour pouvoir être accepté par les autres, par les parents, pour faire plaisir aux parents, après pour se conformer à la société. Et en parlant de conformité, justement, il y a euh, ce, cette, le dictat de l'apparat, quand c'est-à-dire la visibilité sociale en fait, et comment les gens jugent énormément les autres à partir de leur aspect externe, par exemple, comme on voit tous les jours, par exemple la couleur de la peau, le statut social, je sais pas, le niveau socioculturel. Et il y a énormément de ségrégation qui fait que on ne regarde plus les autres dans leur humanité. Et moi, je crois profondément que l'invitation d'Antoine de Saint-Exupéry à travers Le Petit Prince, c'est vraiment d'accueillir l'autre et de s'accueillir soi-même dans son humanité la plus profonde, la plus imparfaite, la plus, la plus accueillante et la plus tolérante, et qui est en fait l'origine de la nature humaine. C'est le contraire qui n'est pas la norme, qui n'est pas tolérable. Alors,
excusez les post-it, mais il y a, comme vous voyez ici, le Turc, je ne sais pas si vous voyez, il y a le Turc donc, qui vient parler de l'astéroïde B612 et qui n'est pas du tout pris au sérieux. Et puis quand il revient paré d'un costume européen, euh, là il est pris au sérieux parce que les bonnes mœurs et la communauté scientifique veut qu'un chercheur soit conforme à une certaine image justement qu'on s'est faite et qu'on a acceptée. Il y a aussi euh, la communication. Et là, la communication entre les personnes, la communication interpersonnelle, et là, il y a vraiment toute la palette de cette subjectivité, du cadre de référence, euh, de comment les gens n'arrivent pas à bien communiquer entre eux parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, ils ne se comprennent pas, ils ne prennent pas le temps de comprendre. Et justement, cette différence de perception qui est à l'origine justement de ces incompréhensions et qui est à l'origine des conflits, notamment avec, je reviens encore une fois à l'exemple du bois ouvert et du bois fermé, et surtout le bois fermé qui n'est pas du tout vu comme tel et qui est assimilé à un chapeau systématiquement par tous les adultes que Antoine de Saint-Exupéry rencontre. Et donc, et c'était en fait pour lui le test du boa fermé était pour lui une manière de faire le tri dans ses relations et de tester si la perception ou le champ perceptuel des autres correspondait au sien. Et justement, comme c'est pour ça peut-être qu'il était seul et qu'il n'avait pas, qu'il n'avait personne avec qui parler, parce que systématiquement le test du bois fermé aboutissait à la perception d'un chapeau de l'autre côté, et donc pour lui, voilà, il casait encore, il rangeait encore une fois son enfant intérieur, sa créativité et son amour pour la vie et pour la curiosité et les belles choses, et il se conformait au mode sérieux des adultes pour pouvoir socialiser finalement. Parce que sinon, il va, peut-être, peut-être, hein, c'est une hypothèse, il se serait marginalisé tout seul s'il n'avait pas eu cette intelligence de justement adapter, et lui il est très intelligent, d'adapter son discours au cadre de référence des autres, mais malheureusement pour lui, il n'a pas trouvé quelqu'un qui s'est adapté au sien. Et c'est pour ça peut-être qu'il est resté seul. Euh, Bien sûr, euh, je me réfère à quand il dit personne avec qui parler, c'est ça, cette solitude-là, et qui fait qu'à un certain moment, il avait besoin de sortir, de partager, d'extérioriser tout ce qu'il avait besoin de partager avec les autres et qu'il ne pouvait pas, parce qu'il ne trouvait personne qui peut-être le comprendrait. Et du coup, cette panne dans son moteur, c'était l'appel au secours de son enfant intérieur qui, voilà, qui l'a amené à se confronter lui-même, à faire le point peut-être sur sa vie, où est-ce qu'il en est, et ce qu'il peut faire de ce qui reste en fait de sa vie. Oui, exactement. Je pense que c'est Zinodi, il ne voyait bien qu'avec son cœur et il le faisait très bien. Et vraiment, paix à son âme. Merci à lui de nous avoir légué ce cadeau pour que nous aussi, on puisse apprendre à voir avec le cœur. Alors, d'autres thématiques aussi, c'est la solitude. C'est la solitude qui revient avec tout, toutes les apparitions, tous les personnages en fait qui viennent et qui se succèdent dans l'histoire. Je pense, mis à part les roses que le petit prince a rencontrées et qui ont fait qu'il ait pris conscience que sa rose n'était pas unique, d'abord dans dans l'aspect, euh, c'était le seul, les seuls personnages qui sont apparus en grand nombre, avec un nombre de
supérieur à 1. Mais tous les autres personnages sont apparus un à un et chacun était seul. Après, entre solitude et seulement, euh, c'est, il y en a qui sont dans la solitude et il y en a d'autres qui sont peut-être dans l'isolement, comme par exemple le buveur qui a choisi qui a fait le choix, mais pas forcément un choix conscient, de s'éloigner un peu et de se refermer dans, dans son addiction qui est finalement une solution, qui a d'abord été une solution pour son mal-être. Mais les autres aussi sont tous cloîtrés un peu euh, dans, euh, dans, leur, dans leur solitude. Et c'est comme si à travers le voyage à travers les planètes, on pourrait appeler ça les 7 péchés capitaux, mais les 7 péchés, bon, pas forcément les 7, certains des péchés capitaux. Et on pourrait aussi appeler toutes ces rencontres des manifestations ou des illustrations des maladies de l'ego aujourd'hui. Euh, Quand on voit même le petit prince avec sa rose, ils étaient confrontés ego à ego. C'est pour ça qu'il est parti finalement, parce elle était un peu arrogante, même si elle était attachante, et lui, il était blessé et il ne l'a pas comprise. Et finalement, c'était une lutte d'énergie, c'était une lutte d'ego qui a fini par une séparation douloureuse, et qui est d'autant plus, moi je dis, euh, elle est plus que douloureuse pour moi parce qu'en fait, euh, quand il dit, le petit prince, quand il dit qu'il est parti pour rechercher un ami, alors que sur sa planète, il en avait une amie, mais ce n'était pas suffisant pour lui parce que justement, il y avait ce problème de communication, d'ego à ego, qui a fait qu'ils se sont mal compris et que euh, finalement, il était un peu fâché et il a quitté sa planète pour justement trouver quelqu'un. Et il était en fait à la recherche de lui-même. C'est Antoine de Saint-Exupéry qu'il était allé chercher, je pense. On y traite aussi de l'amour, le petit prince et sa rose. On y traite de l'amitié. Le passage du renard est, je pense, le passage du Petit Prince, même s'il y en a énormément, énormément d'autres qui nous parlent et qui sont très révélateurs de plein, plein d'aspects de la vie quotidienne, euh, des addictions, de, de la quête, par exemple, de l'avoir avec le businessman, de la conformité sociale avec l'allumeur de réverbère, par exemple, euh, la, la, notion du temps, par exemple, aussi, est très présente dans Le Petit Prince, avec d'abord les, comment, je pense, avec l'aiguilleur qui dit que les voyageurs, ils sont tout le temps à la hâte, mais aussi avec le marchand de pilules qui dit que ce sont des pilules qui nous font gagner du temps parce qu'ils assouvissent notre soif. Et puis, euh, cette phrase du Petit Prince qui dit, moi, si j'avais 53 minutes, je marcherais lentement vers une source d'eau, si je me rappelle bien. C'est-à-dire que la perception ou le rapport au temps aussi est différent d'une personne à une autre. Peut-être que sur le chemin de sa vie, lui aussi, Antoine de Saint-Exupéry, a compris qu'il ne servait pas euh, beaucoup de courir derrière les choses alors que l'essentiel est ici et maintenant. C'est ça, moi, ce que je retiens du Petit Prince, c'est que, euh, comme dit justement l'aiguilleur, on n'est jamais content là où on est, on n'est jamais heureux là où on est. Et ce que moi, en fait, j'ai appris avec le Petit Prince, c'est que on y parle de gratitude, on y parle de l'essentiel,
euh, qui, euh, qui est dans les choses simples, vraiment qui réside dans le bonheur en fait, qui réside dans les choses simples de la vie et sans artifice, qui ne coûtent pas forcément de l'argent et qui sont juste là, à notre portée, à notre disposition. Mais c'est la nature humaine, on n'est jamais satisfait de ce que nous avons et, euh, et on est toujours en quête de plus, de quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est le jour, en fait, ce qui est bête un peu, excusez-moi le terme, c'est que on ne se rend compte, en fait, des choses qu'on avait que lorsque on les perd. Et là, c'est une leçon de vie aussi qui est assez frappante. Et c'est intéressant aussi de la prendre tôt pour pouvoir profiter au maximum de ce dont on dispose. Alors, Ensaf nous dit, savez-vous qu'enfin de Saint-Exupéry est disparu en air au large de Marseille et on a annoncé sa mort en 98, un pêcheur trouve sa journée. Oui, il est aviateur militaire et sa disparition, je pense, reste mystérieuse. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai pu comprendre à travers mes lectures. Effectivement, il a disparu, c'était peut-être prémonitoire aussi. Je ne sais pas, on pourrait discuter de ça, c'était peut-être prémédité, qui sait, Dieu seul sait. On parle aussi, alors là, je fais un peu du coq à l'âne parce qu'il y a plein d'idées qui se connectent donc je ne les cite pas dans l'ordre dans lequel je les ai notés. Et, on parle aussi, par exemple, des problèmes qui sont illustrés par les baobabs et les volcans aussi. Euh, et les baobabs, en fait, ils commencent tout petits et ils sont plutôt mignons au début. Ils ressemblent aux roses quand ils sont jeunes, repoussent le rose quand ils sont jeunes, mais il faut savoir les différencier et surtout, il faut arracher les mauvaises herbes, il faut les enlever parce que sinon, si les baobabs, ce sont les grands arbres, poussent et grandissent, leurs racines font éclater euh, la, la planète. Et moi, je trouve que c'est une métaphore euh, assez forte, assez forte parce que ça, pour moi, ça fait référence justement à toutes ces blessures que nous avons en nous, à tous ces problèmes qu'on ne veut pas savoir, qu'on n'est pas prêt d'affronter, euh, à, à tous ces mots qu'on a en nous, MAUX, et qu'on fait semblant, qu'on n'a pas le courage en fait d'affronter et, et que plus vite et plus tôt on se penche sur la question de résoudre en fait ces, moi, on peut appeler ça des problèmes, mais vraiment, je pense que ce sont beaucoup plus des dilemmes, des conflits internes euh, qui se sont accumulés le long de notre existence parce que nous voulons mais nous ne pouvons pas, parce que nous voulons mais les autres ne peuvent pas, parce que nous voulons être aimés et qu'on a été conditionné, parce qu'on a été abusé, parce qu'on a été, euh, on a vécu des drames. Donc bien sûr, ça peut aller de, de choses banales jusqu'à des choses qui peuvent être très très dramatiques pour des personnes. Et à partir du moment qu'on n'a pas fait cette démarche de résilience, de quête de la paix avec soi, de comprendre, de mettre des mots, de décrire ses sentiments, de poser ailleurs toute cette douleur, toute cette souffrance et de se dissocier d'elle, de tirer les apprentissages pouvoir avancer du mieux qu'on peut. Alors on reste dans un cercle vicieux et finalement les baobabs vont avoir raison de nous et euh, ne vont pas pouvoir on va pas pouvoir euh, résister en fait très longtemps à cette flamme qui nous venge de l'intérieur et qui va avoir raison de notre santé physique ou même morale.
Donc ça aussi, c'est quand même assez frappant. Euh, on y parle aussi de la Renaissance. Moi, je vois dans le serpent qu'il rencontre, c'est le premier personnage qu'il rencontre sur Terre. Euh, il symbolise la sagesse, il symbolise l'âme du monde, mais il symbolise aussi euh, dans la mythologie grecque, euh, je ne sais plus comment s'appelle le dieu, je vais chercher, s'il vous plaît, si vous permettez. Euh, En tout cas, il est synonyme je pense que lui ou sa fille, c'est sa fille en fait, c'est une déesse aussi qui transforme le venin de son père serpent en médicament. Et d'ailleurs, c'est le signe de la pharmacie, hein, les deux serpents. Euh, et pour moi, ce signe le symbole du serpent, c'est vraiment la guérison. C'est-à-dire que c'est un processus presque chamanique. C'est quelque chose, c'est une transe, c'est un voyage initiatique où soit on revient vivant, soit on y reste en fait. Et là, on est obligé de renaître de ses centres. Je suis juste en train de donc, il s'appelle. Pourquoi je sais plus. C'est une renaissance parce que parfois le serpent qui tue, normalement, il est justement le remède à certaines maladies, et essentiellement ici une maladie de l'âme, de l'ego. Bon, je trouve pas, je ne vais pas perdre du temps là-dessus, mais je vous enverrai le lien si vous voulez tout à l'heure. Donc le serpent, il l'accueille, il parle en énigme, il lui dit que toi tu es trop pur et je puis t'aider. Et puis il a été là quand il a eu besoin de lui. Et quand le petit prince justement devait partir, c'est le serpent qui a été au rendez-vous euh, et qui l'a rassuré plus ou moins, parce que généralement la piqûre, la morsure plutôt, pardon, du serpent, c'est pas quelque chose de joli, c'est quelque chose de fatal. Mais lui, il lui offre la délivrance pour pouvoir regagner sa planète. En même temps, sur tout le chemin, c'est cette histoire d'amitié en fait qui naît entre le petit prince et Antoine de Saint-Exupéry et qui finit d'une manière très poétique, je trouve. Izzy, là, vous m'entendez? Vous me dites que le son il n'est pas très net. Que là, c'est mieux. Peut-être que je parle, peut-être que j'étais en transe et que je parlais à voix basse. En tout cas, je parlais de cette amitié vraiment euh, qui s'est créée et qui s'est consolidée entre le petit prince et Antoine de Saint-Exupéry. Et finalement, le petit prince a trouvé son ami. Et aussi, Antoine de Saint-Exupéry s'est réconcilié avec l'enfant qui est en lui. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur, okay, super. Sur justement la thématique qui concerne la fin, le dénouement en fait du Petit Prince. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est arrivé au Petit Prince? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Comment est-ce que vous voyez les choses? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Et finalement, pourquoi est-ce qu'il est venu? Je pense qu'il est venu pour délivrer Antoine de Saint-Exupéry de la tourmente dans laquelle il vivait. Euh,
de l'autoriser à se reconnecter à cet enfant qu'il avait ignoré justement à cause de toutes ces personnes sérieuses qui étaient très bizarres et avec lesquelles il n'avait pas grand-chose à partager. Peut-être qu'il est revenu lui dire qu'il avait le droit d'exister, de le laisser exister. Et c'est peut-être pour cette raison aussi qu'Antoine de Saint-Exupéry s'est autorisé à réaliser lui-même les illustrations du Petit Prince. C'est comme si c'était une revanche sur une carrière de peintre, sur la carrière de peintre qu'il n'a jamais eue, et de dire, ok, même si les dessins ne sont pas parfaits, c'est moi qui les fais, c'est comme ça que je le vois, et je fais du mieux que je peux, et, et finalement s'autoriser vraiment à, à trouver en lui les ressources pour peut-être trouver l'énergie de continuer justement le chemin seul et de croire qu'il a raison d'avoir ces convictions-là, d'avoir ces pensées-là euh, et de continuer à peut-être à trouver la force à faire les choses qu'il est obligé de faire sans, sans forcément être d'accord avec, mais au moins il avait fait la paix avec son enfant intérieur et c'est pour ça finalement qu'il est parti. Oui, il est parti. Alors, il y en a ceux qui pensent qui croient profondément que finalement le petit prince est vraiment retourné sur sa planète. Il y en a d'autres qui pensent qu'il est mort. Il y en a d'autres qui pensent. Moi, alors j'ai une très bonne amie à moi qui a assisté un jour d'ailleurs, c'était le premier atelier que j'animais autour du Petit Prince et qui m'a dit finalement, je crois que le Petit Prince, il est parti de là-bas, il est, en fait, il est venu en moi. Et là, c'est comme si c'était ma quête personnelle. Aujourd'hui, c'est à moi de trouver mon petit prince, voilà, ma petite princesse à moi, et de fait d'initier ma quête personnelle, ma quête de moi-même. Et j'ai trouvé ça très poétique, très signifiant, parce que justement, le petit prince est une invitation à, c'est une invitation à accueillir son enfant intérieur, à se réconcilier avec lui, à le guérir le cas échéant de ces blessures d'enfance, des blessures d'âme que nous pouvons avoir. Et oui, il s'est réconcilié avec lui-même et après ça, il pouvait mourir. Oui, absolument. D'ailleurs, je pense, Izzy, c'est OK si je vous tutoie. Tu me diras si justement il est décédé, c'est-à-dire que entre la publication, la parution du Petit Prince et la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, euh, moi je pense que je vais chercher cette information parce que justement, oui, ça pourrait être une délivrance. Euh, ça, ça pourrait être comme j'ai suggéré tout à l'heure, une œuvre prémonitoire, peut-être même il savait ce qui s'est passé, c'était peut-être même ce qu'il envisageait, mais toujours est-il, on peut être tranquille pour lui parce qu'il s'était réconcilié avec son enfant intérieur et que il était en paix avec tous tous les aspects en fait qui le dérangeaient dans la vie, mais peut-être aussi qui le dérangeaient en lui. C'est-à-dire que si on venait par exemple à voir un peu les merci, les personnages en fait, les habitants des planètes, comme je l'ai proposé tout à l'heure, on pourrait les assimiler aux péchés capitaux, on pourrait les assimiler aux blessures de l'ego, aux blessures de l'âme, pardon, aux maladies de l'ego. Mais ça peut aussi ça peut aussi représenter les défauts que nous avons en nous et que peut-être aussi Antoine de Saint-Exupéry se reprochait et que le petit prince était allé visiter pour justement calmer, pour guérir, pour atténuer à la limite.
quand on voit le roi, par exemple, qui est friand de pouvoir et qui est pourtant sage, quand il dit il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Ça, c'est une belle leçon pour les parents, par exemple. Et c'est une belle leçon pour les enseignants. Et je suis enseignante et je suis parente. Donc, je suis la première concernée peut-être. Euh, mais c'est aussi une belle leçon. C'est une belle leçon pour tout le monde, en fait. Donc, si on extrapole ça à la communication entre personnes, c'est que oui, il faut demander des autres, il faut exiger des autres ce que les autres peuvent demander. Et c'est souvent nos attentes et nos exigences qui font que nos relations avec les autres ne marchent pas comme on le voudrait parce que, euh, comme, comme dirait quelqu'un qui est cher à mon cœur, on demande, on a un poirier et on s'attend à avoir des pommes en fait. Et c'est ce qui fait le déséquilibre entre ce que les autres peuvent donner et ce que nous on exige d'eux. Et c'est ce gap entre ce qui peut être fait et réalisé et ce qu'on attend qui nous déçoit, mais en fait on se déçoit soi-même. On est à l'origine de cette déception parce que on exige, on ne sait pas ce que les autres, quelles sont les limites des autres, on ne connaît pas ce qu'ils peuvent donner, ce qu'ils ne peuvent pas, ce qu'ils sont en mesure de donner, ce qu'ils ne sont pas en mesure de donner, et on ne, on ne se, on n'applique pas les mêmes choses avec nous en fait. C'est-à-dire que nous, on est comme ça, on exige, mais on ne s'attend pas à ce que les autres exigent de nous parce que nous, on ne peut pas. Mais c'est bien aussi d'être dans cette empathie et d'être juste envers soi-même et envers les autres. D'ailleurs, si on peut être juste envers soi-même, on est inévitablement juste avec les autres. D'ailleurs, le roi, puisqu'il ne voulait pas être seul, pour amadouiller et appâter le petit prince à rester encore un peu plus chez lui, il lui offre le poste de ministre, qu'il décline, et puis de juge. Il dit, je vais juger qui? Mais il n'y a personne sur la planète. Bon, il y a l'histoire du rat, et comme ça, à chaque fois, il ne tue pas pour pouvoir le rejuger encore une fois, mais finalement, ce qu'il lui dit, c'est que tu te jugeras toi-même, c'est le plus difficile. Il est beaucoup plus difficile, il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Donc, c'est peut-être aussi une invitation à être plus indulgent envers les autres, à être plus juste, pour justement ne pas avoir à regretter des relations qui auraient pu être très belles, mais, qui finissent en fait mal ou qui finissent par justement s'interrompre parce que justement il n'y a pas cette sagesse de se juger soi-même avant de juger l'autre. Et c'est ce qui est arrivé aussi au niveau du Petit Prince et de sa rose. Et je peux me laisser imaginer qu'il s'agit bien, par exemple, d'une histoire amoureuse entre Antoine de Saint-Exupéry et sa bien-aimée. Peut-être qu'il n'a pas su la comprendre et qu'il a pris trop au sérieux des mots sans importance, comme il a dit. Et les mots aussi, on pourrait parler de la communication, on pourrait chevaucher sur d'autres concepts comme la communication bienveillante, par exemple, parce que justement, les mots qu'on utilise, c'est une épée à double tranchant. Ils peuvent être très constructifs, très régénérants pour les autres, comme ils peuvent être très cassants et parfois même très, très blessants. Il y a aussi le buveur. Euh, il y a d'abord comment il s'appelle? Ah oui, le vaniteux. Le vaniteux aussi, il est seul, le pauvre. Et il se nourrit du regard et
de l'émerveillement des autres. Et c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de sa propre valeur et qui a besoin d'une manière récurrente d'alimenter justement son ego, de se rassurer sur sa valeur euh, dans les yeux des autres. Et là, on peut penser à la validation extérieure, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui accordent énormément de crédit à ce que pensent les autres et ils donnent en fait le droit aux autres, à la société, à la famille et aux autres personnes significatives, c'est-à-dire les personnes qui sont importantes pour, pour elles, voilà, pour nous, euh, de, d'avoir en fait leur mot à dire sans rien faire, juste parce qu'ils exercent ce poids de jugement et de dire oui, tu as une valeur ou non, tu n'as pas une valeur. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils disent, mais c'est ce que les personnes comme le vaniteux ressentent. C'est-à-dire que si on est accepté par les autres, ça veut dire qu'on c'est bon, on a une valeur, on a de la valeur. Mais si c'est pas OK, alors on n'est pas une bonne personne et on n'a pas de valeur. Et là, ça, euh, ça nous éloigne en fait des personnes que nous sommes véritablement. Et au final, on est des personnes malheureuses parce qu'on a essayé de plaire aux autres. Mais finalement, si on analyse, on va dans une analyse plus approfondie, les autres ont toujours quelque chose à dire. Et finalement, on n'est pas aussi important que ça pour que les autres s'occupent de nous, plus que le temps de dire, de donner leur avis en fait. Et on se rend compte qu'on a passé notre vie à vouloir plaire aux autres et pas à faire les choses que nous aimons et en lesquelles nous croyons. Et on est vraiment déçu et très malheureux. Et ça aussi, donc euh, ça peut être une piste à explorer en développement personnel, en coaching, parce que la question de l'estime de soi, elle est très importante. Il est très important pour nous, en fait, d'être conscient de notre valeur, de notre valeur intrinsèque, indépendamment de ce que nous avons, de ce que nous faisons, ou de ce que nous exerçons comme métier, de ce que nous possédons matériellement, de notre lignée, etc. Et, euh, et donc, voilà, donc il y a aussi le buveur qui est aveugle sur lui-même, qui va vers une solution euh, qui, qui au début peut-être euh, lui permet d'avoir un effet anesthésiant pour oublier un peu ses mots, MAUX, et finalement qui devient une addiction. Et finalement, c'est l'addiction qui devient problématique après parce qu'elle l'enferme dans ce, dans ce malheur, dans ce cercle vicieux duquel il ne peut pas sortir. Et finalement, moi, j'aime bien comment Antoine de Saint-Exupéry l'appelle. Il ne l'appelle pas l'alcoolique, il l'appelle par une action qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne fait que observer euh, avec les yeux et les oreilles. Il observe, il prend un cliché et dit voilà, c'est une personne qui boit, rien d'autre. Il ne dit pas c'est un alcoolique, c'est quelqu'un qui a une addiction. Et je trouve ça très beau parce que ça ne colle pas d'étiquette, ça ne culpabilise pas, ça ne pointe pas du doigt cette personne, mais plutôt attendrit le lecteur pour justement avoir cet élan du cœur et voir cette personne et toutes les autres personnes qui ont des maladies de l'ego, comme chacune de nous, hein, y compris moi-même d'ailleurs, avec vraiment le cœur, de voir l'essentiel, de voir ce qui n'est pas visible, d'entrevoir, de percevoir ce qui n'est pas exposé, d'entendre ce qui n'est pas dit, de comprendre ce que l'autre n'arrive pas à partager, justement pour pouvoir accueillir les autres et s'accueillir soi-même aussi avec empathie, avec amour et sans jugement. Et ça serait vraiment un exercice peut-être difficile pour beaucoup de personnes, mais pour lequel le résultat serait vraiment
spectaculaire. Voilà, bon, j'aurais aimé encore rester avec vous encore plus longtemps pour vous laisser aussi l'espace de partager. Moi, si vous êtes d'accord, je suis encore disponible et euh, que, j'aimerais bien que vous partagiez avec moi en commentaire votre vision du Petit Prince, ce qui vous a apporté, quel est le passage qui vous a le plus marqué, euh, pourquoi. Est-ce qu'il y a des passages qui résonnent avec votre vécu? Est-ce qu'il y a des passages qui vous ont euh, chatouillé et qui ont chatouillé des choses euh, que vous aimez, dont vous vous êtes rendu compte en fait et que vous aimeriez dépasser? Vous avez dit, ah tiens, ça c'est pourquoi ça m'interpelle, parce que certainement ça fait référence à certaines choses qui se sont passées ou certaines attitudes que je fais, certaines relations que j'ai. Ça me ferait plaisir que vous partagiez ceci avec moi en commentaire si vous voulez. Sinon, si c'est l'exercice est trop dur en écriture, on pourrait refaire la même chose, mais en mode webinaire sur WebEx ou sur Zoom. Et là, on aura vraiment la possibilité de discuter en fait en face à face avec la vidéo. Merci beaucoup, Izzy. On l'est tous ici, je crois. Merci. Alors, je vous ai posé une question en commentaire. Je vous laisse y répondre et je me ferai un joie de vous répondre personnellement et au plaisir de vous revoir. Je suis désolée pour le souci technique sur le webinaire et voilà, je vous remercie énormément pour votre présence. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'on se reverra bientôt euh, dans d'autres occasions. Allez, au revoir et bonne fête du Petit Prince.